Bonjour, mon cher. Non, tu m'as fait rire, là. Tu me fais des signaux de réalisateur télé. Alors, cher David, ça me fait plaisir immense de t'interviewer. C'est pas fréquent dans ta vie de supramental, je pense, de te faire interviewer. Mhm. Alors, bienvenue. Bienvenue aussi sur ma chaîne. Ma chaîne de Sixième Fondation, les coordonnées vont être en bas de la vidéo, ainsi que ta chaîne à toi aussi, les coordonnées vont être là. Ta chaîne, laquelle c'est David L. Tu m'as mêlé à un moment donné, là. David L, David Lev, David... Oui, oui, ben, en fait, il y a deux chaînes YouTube. Oui, Donc, vous allez, pour les gens qui nous écoutent, retrouver les coordonnées en bas de l'enregistrement ainsi que celles de mon blog. voilà. Alors, ça, c'était la présentation, pas commerciale, mais la présentation d'affaires. Et là, si on s'en va aux choses sérieuses, je veux savoir, j'aimerais savoir, tu es dans le supramental, encore c'est une belle expression. À quel moment Mais juste clarifier les choses, c'est-à-dire que je prétends pas là, être un initié. Là, tu sais, je vis un cheminement en lien avec la oui, conscience, mais tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir atteint un niveau de réalisation supramentale comme Bernard de Montréal. Là. non. D'accord. Heureusement, ça me rassure. Bon, parce que là, j'aurais été intimidé par ton niveau vibratoire. Bon, en fait, je veux te présenter un peu sous un angle différent de celui que tu as d'habitude, c'est-à-dire, bon, tu fais un travail, tu parles, Mhm. tu fais des vidéos et tu interviews des gens. Donc, à ce moment-là, tu deviens l'intervieweur interviewé sous un Exact. autre angle. D'accord? Mais ça Oui. fait quand même un certain temps que tu es dans le supramental. Je ne sais pas comment dire autrement Ben, que que je veux un tu... cheminement en lien avec ça, là, Oui. d'intégration, un processus d'épuration de l'ego. Ouais. Ben, c'est-tu possible de te demander, à ta connaissance, comment ça a commencé? T'as pas nécessairement été élevé là-dedans, là. Je ne veux pas aller dans tes dimensions privées, mais il y a un Non, moment non, de ta mais vie où tu c'est as bien correct. découvert ça. En fait, j'ai été élevé comme beaucoup de Québécois dans la religion catholique. Ouais. Mes parents étaient pratiquants. Ma mère allait entre autres à la messe tous les dimanches et j'ai pris une distance là, par rapport à ça. Et puis, en fait, j'ai découvert la conscience supramentale suite à l'écoute d'enregistrements présents sur le site de Richard Glenn. Ah, d'accord. Et j'ai trouvé très intéressant d'entendre parler de Bernard de Montréal, ce qui a fait que j'en ai écouté puis réécouté aussi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, tu dis que tu as commencé à écouter des enregistrements de Bernard de Montréal et tu en as mangé jusqu'à temps de, peut-être pas de devenir obèse supramental, mais tu en as dévoré le temps qu'il fallait. Oui, c'est ça. Je me suis imprégné de cette vibration-là. En fait, Richard Glenn, pendant des années, a reçu de nombreux invités, puis il y avait celui-là en particulier qui me parlait. Donc, ça m'amenait personnellement à vibrer d'une façon particulière à l'écoute de ça. Ça me stimulait aussi. Je sentais en moi le besoin de communiquer, émerger. Donc, ça me mettait en vibration pour faire de la communication, de l'observer communiquer. Et c'est ce qui m'a amené là, par la suite, entre autres, à produire plusieurs enregistrements sur YouTube. OK. Quand tu fais ces enregistrements-là, tu es dans ta vibration, disons. Tu es dans ta vibration. Mhm. Et comment tu définirais le travail que tu fais? C'est-à-dire, ça a quelle fonction? Quelle origine? Quelle fonction? Pourquoi tu fais ça? Ben, ce que je te dirais, c'est que de parce qu'il y a plusieurs enregistrements que je fais sur Internet. Il y en a que c'est plus au niveau informatif, mais il y en a d'autres qui visent plus à canaliser une vibration. Puis quand que je canalise, ce que je vise, c'est entre autres de clarifier des choses à travers la parole. Donc, autrement dit, utiliser la parole comme outil pour, par exemple, être capable de savoir qu'est-ce qui est réel par rapport à un sujet. Donc, j'étudie plusieurs sujets et c'est en le parlant que la compréhension de qu'est-ce qui est réel par rapport à un sujet, en ce qui me concerne, apparaît. Tandis que quand que je suis dans ma tête puis j'intellectualise, oublie ça, là. OK, donc il y a une fonction de la parole que j'allais dire que tu exploites dans le bon sens du terme. Tu as compris que la parole avait une fonction. Oui,
Dans le fond, pour moi, la parole vibratoire, pour être plus spécifique, a pour fonction de dévoiler le savoir qu'on porte en soi, auquel on ne peut pas avoir accès si on reste dans une dynamique de la réflexion, de l'intellectualité. Oui, du questionnement intérieur et tout. Exactement, exactement. Donc, il faut faire sortir, on peut pas dire faire sortir le méchant, mais faire sortir l'information via la glotte et la gorge. Oui, exactement. Sinon, les enregistrements aussi, c'est dans une optique de partage par rapport à différentes personnes. Donc, j'ai produit au fil du temps au-dessus de 400 enregistrements. Donc, j'ai fait beaucoup d'enregistrements, entre autres gratuitement. Il y a une optique aussi de réseautage dans ce que je fais. Donc, ça m'a permis d'être en contact avec différentes personnes en étant présent sur Internet, alors que probablement qu'autrement, ça n'aurait pas été possible. Donc, ça me permet de créer des alliances psychiques avec certains individus, dont toi, Pierre-Luc, à un certain niveau, pour travailler en synergie, pour véhiculer une vibration qui va favoriser l'évolution d'individus là, qui sont interpellés par elle, qui sont concernés. Oui, je vois que tu as les yeux un peu fermés, c'est-à-dire, je vois parce que je te vois pendant qu'on parle, là, et tu es en train de canaliser. Oui, exactement. Des fois, je ferme les yeux pour canaliser. C'est sûr que sur le plan esthétique, si je serais en vidéo, c'est pas nécessairement beau, là. Mais t'es un beau bonhomme quand même, hein, les yeux fermés, il faut que je te dise, bon, d'accord. Même chose par rapport à toi, qu'il soit ouvert ou fermé, là. Je comprends la protection de ton anonymat. Oui, exactement, c'est sûr. Mais le point, c'est que j'ai réalisé au fil du temps qu'en ayant les yeux fermés, ça favorise, en ce qui me concerne, l'intériorisation. Puis, ça devient plus facile pour moi de canaliser. D'accord. Mais est-ce que la conscience, c'est pas d'avoir les yeux ouverts? Ben... Je vais arrêter de badiner. Oui, on prendra comme terme la badinerie au niveau supramental. C'est-à-dire que la conscience est capable de voir clair par rapport au réel, donc être ouvert au réel, mais ça implique pas nécessairement d'avoir les yeux ouverts sur le plan physique simultanément. D'accord, c'est bien, c'est bien. Alors, as-tu l'impression, parce que tu me parles de réseau, de réseautage, d'alliance psychique et tout, as-tu l'impression que tu as une fonction à ce niveau-là? Oui, ma fonction, c'est de favoriser du réseautage par rapport à des gens qui sont concernés par le vécu d'une conscience supramentale. Aussi, de faire des enregistrements, ça permet de normaliser l'expérience, donc de la démystifier. C'est en parlant quelque chose. Tu sais, vivre une communication interne, si quelqu'un en parle publiquement à travers d'enregistrements, ben la personne qui écoute ça, qui vit ça chez elle, peut dire, ben je suis pas si folle que ça. Il y en a d'autres aussi qui vivent ça. Oui. OK. Donc, tu comptes, en fait, tu es certain que ça a une influence sur le développement, sur le cheminement de conscience de d'autres personnes? Ben, ça peut avoir un impact, là. C'est sûr que, dans le fond, il peut y avoir une certaine utilité de mes enregistrements pour accompagner certaines personnes. Par contre, la personne, si elle a à vivre la fusion, c'est son propre esprit qui l'initie à ça, là. C'est pas moi qui amène les champs fusionnés, là. Non. Il y a déjà une programmation, il y a déjà une préparation des circuits. Exact. Toi, tu actives des circuits. Ben, je peux participer à la consolidation d'une activation interne qui est faite par certains esprits de gens qui sont marqués pour connaître un éveil de la conscience à cette période-ci de l'humanité. OK. Ton œuvre, je l'appelle comme ça, là, au sens, c'est ça, c'est une œuvre. Ton œuvre, tu la vois étendue dans le temps, c'est-à-dire prolongée dans ce que tu peux voir maintenant, en tout cas? Oui, dans le sens que les enregistrements-là qui sont là sur Internet peuvent être écoutés dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je n'ai pas nécessairement la prétention de vouloir passer à la postérité. Par contre, le point, c'est que le simple fait de parler à un niveau purement individuel m'amène à me définir à travers la parole. Donc, que ça ait de l'utilité pour les autres, tant mieux. Si ça n'en a pas, ce que je peux dire, c'est que ça en aurait eu une grande pour moi-même parce que ça m'aura amené à utiliser la parole comme outil de développement dans ma propre vie. OK, c'est intéressant, parce que je comprends très bien ton point de vue, parce que j'ai le même en faisant le travail que je fais. C'est très intéressant de pas nécessairement se donner un mandat qui peut être quand même là. Bon, c'est pour ça que je te posais la question. Il y a une partie de ce que tu fais que tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a
il y a un mandat pour faire quelque chose pour d'autres, sans que ce soit la priorité. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il faut pas avoir de l'orgueil, comme certaines personnes qui voudraient devenir des maîtres spirituels. En fait, le point sur lequel je veux en venir, c'est que j'ai un élan intérieur pour faire de la communication, faire des enregistrements. J'en ai fait au-dessus de 400 à l'heure actuelle. C'est clair pour moi. Par contre, en tant qu'ego, faut pas que je réfléchisse ce que je fais pour essayer de me donner une statue ou une valeur en disant « Ah ben moi, je suis un mandaté » ou quelqu'un d'autre pourrait dire « Ah ben moi, je fais partie de la régence planétaire ». Faut pas que je tombe là-dedans parce que sans ça, je pourrais être piégé, là, c'est sûr. Oui. À quel moment tu sais que tu peux dépister, je pose la question pour Oui. d'autres personnes aussi qui peuvent écouter, à quel moment tu peux dépister si tu es dans l'ego ou si tu es dans ta vibration, la vibration de ta manifestation réelle? Ben, quand que je suis dans mon ego, ben il y a le volet réflexion, soit que je m'évalue d'une manière réflexive, c'est-à-dire sous-évalue ou surévalue. Il y a un manque d'ajustement. Tandis que quand que je suis dans ma vibration réelle, ce que je sens, c'est que lorsque je dis quelque chose, ben il y a une vibration qui sous-tend le propos, oui, qui est ajustée, que là, l'énergie, je sens qu'elle passe. D'accord, comme maintenant. Oui, présentement, je te parle, puis pour moi, l'énergie circule, il y a une fluidité dans notre échange, ce qui fait que c'est très agréable. Je sens pas d'interférence là, de part et d'autre. Là. Non, on est habitué, c'est-à-dire on le fait beaucoup, mais on a, comment on pourrait dire, chaque fois qu'on se revoit, là, on a été un bout de temps sans le faire, chaque fois qu'on se revoit, on a chacun avancé d'un cran de plus dans notre manifestation, donc c'est de plus en plus facile. Oui, exactement, parce que de part et d'autre, on vit des ajustements, puis je connais le même aussi processus avec d'autres invités que je vois sur plusieurs années, que j'interviewe. Donc, c'est sûr que c'est agréable de voir les gens qui progressent dans l'intégration énergétique de leur esprit. Et puis, ça fait au fil du temps des échanges qui sont de plus en plus ajustés, fluides, simples. Oui. Parlant d'échanges avec d'autres invités aussi, je sais que tu vas interviewer au mois de décembre Jean-Luc. Oui. Oui, on peut en parler ou pas, c'est-à-dire parce que Jean-Luc, c'est un personnage intéressant aussi à fréquenter, là, je le connais assez bien. Et est-ce que ça fait partie de ton, j'allais dire, de ton raffinement vibratoire de rencontrer quelqu'un comme ça qui était proche de Bernard de Montréal? Oui, certainement. Donc, j'ai des échanges agréables avec lui. Puis, c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent et que ça intéresse, vous retrouvez d'ailleurs en bas de l'enregistrement présent les coordonnées pour les gens qui voudraient assister à l'événement qui va avoir cours dans la ville de Québec, au Canada, pour le 27 décembre prochain. Mais je ne veux pas m'étaler là, par rapport à lui, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres enregistrements pour la promotion de l'événement. Donc, je voudrais que tu continues, si c'est possible, pour d'autres questions là, par rapport à mon travail ou ce que je fais. Là. OK. Alors, dis-moi, bon, pour ton travail, je pense que ça va assez bien, tu l'as bien expliqué. Le supramental. Oui. Premièrement, est-ce que c'est nécessaire, bon, je pose une question naïve en sachant ta réponse, est-ce que c'est nécessaire d'avoir fréquenté Bernard de Montréal pour avoir pour développer une vibration supramentale? Non. Et en lien avec ça, ce que je peux te dire, c'est que moi-même, j'ai pas eu le privilège de le fréquenter. Puis il y a d'autres personnes aussi que je connais qui l'ont pas rencontré en personne. Et c'est pas nécessaire. C'est sûr que les gens qui ont été en contact avec Bernard ont pu bénéficier d'une manière privilégiée d'une vibration qui émanait de lui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'initié a passé pour tracer la voie, bien, c'est plus facile pour les autres qui viennent après parce que il y a déjà un défrichage qui est fait. Donc, pour moi, c'est ça, c'est pas un préalable. Puis, les jeunes de ce que j'appelle de la relève, dans un sens, n'auront pas la chance de connaître Bernard, qui est décédé depuis 2003. Par contre, ils peuvent connaître d'autres individus qui véhiculent une vibration et qui, à ce moment-là, va favoriser une dynamisation en eux. Et puis, le mouvement va continuer. C'est sûr que Bernard a formé un certain nombre de séminaristes et parmi eux, il y en a qui ont fait des conférences. Et c'est sûr que toi, tu as connu Bernard, tu as pu bénéficier de sa vibration, mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard, il était tout seul à l'origine. Ensuite, il y en a eu il y a peut-être eu 2000 séminaristes, puis ces gens-là ont été en contact avec d'autres personnes. Donc, il y a un effet multiplicateur
avec le temps, de gens qui ont pu baigner dans une vibration supramentale, puis ça se diffuse aujourd'hui à l'international, donc il y a des gens qui peuvent écouter nos enregistrements qui sont situés en France, en Belgique, en Suisse et oui. à différents endroits, oui, même aux États-Unis, oui, pourvu qu'ils parlent français. C'est ça, fait que c'est sûr qu'il y a une diffusion de la vibration pour de gens qui ont été imprégnés, qui, dans le fond, se fait de plus en plus. Fait que non, c'est pas un préalable. C'est sûr que ça peut aider, mais c'est pas un préalable. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de la chrétienté ou de la religion catholique dans laquelle tu as été élevé, tu n'as jamais rencontré le Christ, j'imagine. Ni tes parents, ni les miens. Enfin, du moins, il parlait dans une certaine mystique d'avoir rencontré Jésus, mais dans le sens de le rencontrer physiquement, mais des gens peuvent quand même irradier leur croyance. Parlant de croyance, oui. Le supramental, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Non, pas du tout. Et parce que si on prend au sérieux quelque chose, c'est qu'on crée une forme avec. On met ça dans une boîte. Donc, c'est sûr d'ailleurs que l'essentiel de l'instruction d'ailleurs de Bernard de Montréal, c'était d'être libre de la forme. Ce qui veut dire qu'à quelque part, il faut être capable d'être détaché de la forme et pour y arriver, entre autres, de faire preuve de l'humour, de faire une blague une fois de temps en temps, comme tu sais si bien le faire pour égayer nos conversations. Moi, c'est un petit démon qui agit à travers moi pour toujours faire une blague. Donc, c'est un problème que j'ai, docteur. Un jour, je le travaillerai. Bon, mais je comprends ce que tu veux dire parce que je suis pas tellement porté à prendre... il y a une différence entre prendre au sérieux et être sérieux ou engagé dans ce qu'on fait. Parce que tu es sûrement au fait qu'il y a des gens qui se gargarisent de la terminologie sans nécessairement avoir une grosse vibration là-dedans. Oui, exactement. Ben, c'est comme il y en a qui ont des grosses corvettes, mais ils ont des petites quéquettes. Pour employer une belle expression québécoise. L'expression québécoise. Donc, il y en a qui ont un énorme... oui, pas une énorme corvette, mais il y en a qui ont une énorme terminologie, mais qui ne... Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ne vibrent pas encore, qui se réfugient dans une sorte de religion, en fait? Oui, exactement. En fait, c'est ça, le piège de la forme. C'est ironique parce que le but de l'instruction supramentale est de libérer l'individu de la forme, alors que les gens sont piégés dans la fascination des mots qui s'y rapportent. Donc, mais ce que j'ai comme message à leur dire, c'est quand ils auront saturé d'être fascinés par le vocabulaire, à un moment donné, ils vont agir, tu sais. Qu'est-ce qui peut mettre fin à la fascination? C'est quand que la personne est confrontée aux limites puis aux illusions de ça. Tu sais, si la personne passe son temps à se gargariser des mots supramentales, puis Christ, sa vie, c'est de l'hostie de marde. Bon, pas une belle expression québécoise. Là, il faut que tu traduises en français pour les Européens, mais je pense qu'ils commencent à comprendre. Oui, traduction française, c'est que lorsque la vie leur fout les boules, eh bien, la personne, à un moment donné, elle peut s'exclamer et dire « Putain, bordel de merde! » Ah bon, c'est bien, quand même. C'est un accent voisin en périphérie de Paris que tu utilises, je crois. On s'amuse ferme. Bon, alors, au moins nous, on s'amuse. Je ne sais pas si les auditeurs, ceux qui vont visionner la vidéo, vont s'amuser autant. Je les salue tout le monde. Moi aussi. Donc, de quelle façon une personne peut savoir si elle a un minimum de vibration supramentale dans sa vie? Commençons comme ça, là. Oui, c'est bien correct. Donc, la personne qui peut y en donner une mesure, c'est est-ce que ça y parle intérieurement? Autrement dit, si elle sent la présence de son esprit qui, par exemple, va la guider pour louer un film plutôt qu'un autre ou manger certaines choses ou parler à certaines personnes. Donc, c'est une question de sensibilité. T'sais. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter le fameux questionnement? Il y a des gens qui se questionnent, est-ce que c'est mon esprit ou c'est une entité de l'astral qui me parle? Est-ce que tu as un guideline ou enfin un indice qui pourrait permettre à ces personnes-là de situer quelque chose, de partir d'une balise ou d'un point de repère? Oui, c'est sûr que ça demeure abstrait, là, les maudits mots, hein, pour pas que les mots deviennent nos mots M-A-U-X. Oui. Donc, en fait, c'est d'écouter, de s'écouter foncièrement, fondamentalement, puis de suivre sa vibration. Mais pour en aller avec du concret, c'est
dans le fond, bon, on va y aller avec un exemple très simple, là. Tu sais, si la personne, ça a dit de pas manger telle chose, puis elle fait une indigestion après, Oui. c'est pas être signe Elle dirait, j'aurais dû m'écouter. Elle dirait, moi, là, j'aurais dû Oui. m'écouter. Quel est le point de non-retour quand tu sais que tu as été en contact avec l'information réelle de ton double, si on veut l'appeler comme ça? Quel est le point de, pas de rupture, mais de non-retour? Là, tu le sais et tu commences à dépister après ça davantage quand c'est ça. Il y a une vibration qui vient avec ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une vibration derrière l'information qui est véhiculée à travers la pensée en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs. Ouais. Mais dans le fond, si par exemple la personne a une vibration que il me semble que j'ai plus d'énergie à l'idée de rester chez moi que de sortir dehors à soir parce qu'il y a une tempête de neige. Oui. Puis la personne n'écoute pas ça, puis elle se ramasse à faire un accident sur la route en pleine tempête de neige, puis elle glisse. Elle a une mesure qu'à quelque part, elle doit apprendre à s'écouter, là. Mais la personne va se dire, j'ai pas été assez prudente. J'ai un mot féminin, mais la personne, j'ai pas été assez prudente. Et à quel moment qu'elle peut savoir, c'est peut-être la même chose, là, mais à quel moment qu'elle peut savoir, par exemple, si elle est confrontée à deux activités, une qui est supposément très intéressante et l'autre qui serait de rester chez elle, puis ça lui dit de rester chez elle. Ben, oui, non, mais c'est un bon exemple sur lequel travailler. Ben, avant d'en avoir, c'est sûr que ça devient difficile à vérifier parce que si elle reste chez elle en suivant qu'est-ce qu'elle a puis elle a pas d'accident, ben, elle ne pourra pas dire que j'ai évité un accident. Elle va dire tout simplement, je restais chez moi au lieu d'aller dehors faire telle activité. Mais tu as soulevé un point tout à l'heure en disant, souvent la décision qu'on prend en écoutant la vibration, elle donne plus d'énergie. Oui, exact. Il y a une vitalisation, il y a une dynamisation. Puis on le voit souvent dans le non-verbal des gens. Tu sais, tu proposes deux choses à quelqu'un, puis dans le non-verbal, la personne te dit oui, mais en réalité, tu sens que c'est pas ça. Puis elle est toute recroquevillée. Puis tandis que le non, ben là, elle devient les yeux brillants. Fait que tu as tout de suite une mesure qu'il y en a un qui est moins ajusté que l'autre, là. Oui. Donc, c'est à la personne de le voir et souvent, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui travailler pour t'habituer à voir tes propres signaux. Oui, exactement, parce que c'est sûr qu'au début du processus de dépollution de l'ego, des fois, on va faire du déni de certains signaux. Des fois, il y a des choses qu'on veut pas voir, on va faire du refoulement, etc. Donc, c'est bien que quelqu'un puisse nous amener à conscientiser nos mécanismes psychologiques. Oui, parce au départ, on les voit pas, que ce soit psychologique ou psychique. On se voit pas aller tant qu'on n'a pas frappé le miroir, disons. Oui, c'est ça. C'est souvent à travers un événement initiatique de grande intensité, d'ailleurs, que le contact s'établit entre l'individu et l'esprit. Donc, pour certains, c'est la perte d'un être cher. Une autre personne, ça peut être un accident, une maladie grave. Donc, c'est souvent quelque chose qui amène l'ego à s'arrêter puis de réaliser que c'est pas lui qui contrôle toute sa vie, là. Est-ce que c'est nécessaire pour évoluer lentement vers la fusion, évoluer dans la conscience supramentale? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir passé des épreuves à chier, là, excusez-moi, des épreuves qui te mettent à terre et l'ego fracturé, fragmenté, t'as perdu 2 bras, je veux pas exagérer. Est-ce que c'est nécessaire dans le processus? En tant qu'ego, je te dirais que ça me tente pas, mais je suis obligé moi, ce qui me vient, c'est que oui. Compte tenu des conditions évolutives présentes sur Terre, où l'ego est pas capable de se corriger par lui-même parce qu'il est pas assez en contact avec l'esprit, fait que oui, compte tenu du contexte expérimental dans lequel on est présentement, ça fait pas l'affaire de mon ego, mais c'est la réponse qui me vient. Ça fait partie du principe de l'évolution des hauts niveaux, c'est que ça fasse pas l'affaire de l'ego. Exact. C'était un des signes que donnait le prophète, l'instructeur Bernard, et que ça faisait jamais l'affaire de l'ego quand c'était évolutif. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être considérées comme étant en évolution supramentale, même avancée, sans avoir vécu ça? Bonne question. Ce qui me vient, c'est non. Parce qu'il y a un minimum d'ajustement que l'ego doit connaître, parce que si on part du principe que l'ego, dans le cadre du processus d'involution, a perdu le contact avec sa source et qu'il est incapable de se corriger par lui-même, donc la personne ne peut pas aboutir comme ça à une conscience supramentale. Il faut qu'il y ait une intelligence différente de la sienne qui va l'ajuster pour aller plus loin, parce qu'elle ne peut pas s'autopropulser dans un mouvement qui va l'amener
dans une dynamique vibratoire supramentale. D'accord. Et cette, on peut peut-être pas nécessairement dire personne, mais cette entité-là, c'est ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, celle qui va intervenir. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a plusieurs vocables. Donc, il y en a qui vont parler d'ajusteur de pensée, de l'esprit, du double éthérique, du chameau. Je ne la savais pas, celle-là. Du chameau. Du mouk-mouk en haut. Je fais des faces, là. D'accord. Okay. Oui, mais là, je voulais faire une petite touche d'humour. J'étais trop... Là, c'est à mon tour où j'étais trop parti dans mon, je sais pas quoi, là, dans mon branchement ailleurs. Alors, OK. Alors, si... je veux revenir sur l'importance de la parole. Oui. Ça me fascine beaucoup parce qu'en fait, en faisant des interviews et ce que je fais présentement, c'est même surtout pour ça, pour développer une parole que j'ai déjà dans certains aspects et tout. Alors, les gens avec lesquels tu travailles, tu m'as dit que tu travailles aussi en particulier avec des gens, c'est ça? Ben, travailler, c'est un gros mot, là. Je fais le travail, c'est l'œuvre, œuvrer. Ouais, c'est ça, dans le sens, je fais des entretiens avec des personnes, là, comme tu vois, Jean-Luc, j'en ai fait avec lui sur plusieurs années. Il y en a eu plusieurs, là. Marc Delassalle, j'ai fait récemment un enregistrement avec lui. Il y a des gens que je vais interviewer sur plusieurs années. Fait que c'est intéressant de voir comment au fil du temps, la vibration se place. Puis, ouais. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à des gens qui ne sont pas habitués de prendre la parole? Là, tu me parles de Marc Delassalle ou de Jean-Luc ou d'autres qui sont très à l'aise, sont très fluides avec ça, mais des personnes qui sont pas habituées sans nécessairement être mutiques, qui sont pas vraiment habituées, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller dans un but évolutif? Oui. Donc, c'est sûr que premièrement, c'est de regarder si la personne se sent interpellée, si elle a le goût à l'intérieur d'elle de parler. Et puis, si c'est le cas, ben, en lien avec cet élan-là, c'est de se développer. Donc, la parole vient en parlant, comme pour forger. Pour devenir forgeron, il faut forger. Là, c'est un petit peu le même principe. Donc, c'est de se donner le droit, entre autres, à l'erreur. Tu sais, s'il y a des gens qui sont perfectionnistes, qui ont peur de faire des erreurs, ben, vaut mieux faire des erreurs en osant parler que de rien faire du tout. Que de faire l'erreur de ne pas parler. Exactement. Donc, puis, l'un des conseils que je peux donner, qui donne beaucoup de résultats chez moi, c'est de fermer les yeux dans l'optique de canaliser l'esprit. Parce que, en ce qui me concerne, c'est que ça favorise un état d'intériorisation. Puis là, je me laisse porter par la vibration. C'est comme si ça parle en moi. Puis, dans le fond, j'utilise des mots tout simplement traduire qu'est-ce que mon esprit cherche à communiquer, puis ça devient facile à ce moment-là. Très intéressant. Les gens qui n'ont pas d'interlocuteur, c'est comme ça que tu travailles aussi. Dans le fond, ton interlocuteur est imaginaire parce que là, présentement, on fait une interface à deux. Oui. Mais généralement, quand tu fais tes podcasts, comme on dit en français, tes vidéos, tu travailles avec... c'est ton micro qui est ton interlocuteur, finalement. Oui, exactement. Je ferme les yeux. Des fois aussi, je vais prendre un crayon puis je vais faire des lignes de droite à gauche pour induire un état de transe légère qui va favoriser l'intériorisation. Pourquoi de droite à gauche? Oublie le droite à gauche. Ça peut être de gauche à droite, peu importe. L'idée, c'est de faire un geste. Je pensais qu'il y avait une fonction comme l'écriture automatique. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout l'écriture automatique. C'est juste faire des barres. L'idée à travers ça, un peu comme, par exemple, quelqu'un qui ferait osciller un pendule d'un côté à l'autre, c'est que ça favorise un état de transe pour sortir de l'intellect. D'accord. Ça fait pas une déviation, ça fait une diversion à l'intellect. Il n'est pas capable de penser pendant que tu fais des choses, disons, illogiques, non structurées. Oui, on peut le parler comme ça. Puis des fois aussi, quand que je fais des enregistrements seul, je pose la question à mon esprit, puis là, je regarde qu'est-ce que ça me dit sur quelque chose, tu sais. D'accord, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu me parles davantage du contact. Comment tu vois ça, le contact? Je vais laisser le terme général, les gens en parlent beaucoup, le contact. Alors, qu'est-ce qui te vient à l'esprit à propos du contact? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on disait auparavant? Oui. En ce qui me concerne, parce que c'est sûr que d'une personne à l'autre, il y en a qui vont donner une terminologie très spécifique aux mots. Là, pour moi, le contact, c'est synonyme d'esprit, ajusteur de pensée, double éthérique. Là.
D'accord. Donc, il y a des gens qui vont chercher, ils vont dire d'autres choses par rapport à l'ajusteur de pensée versus contact, etc. Moi, j'essaie de simplifier les choses présentement au maximum. Donc, pour moi, le contact, c'est la partie de moi-même qui existe sur le plan éthérique que je peux canaliser en m'ouvrant à sa présence. Et puis, à travers la canalisation d'une énergie qui peut s'exprimer à travers la parole, l'écriture, ben là, on peut être en contact avec lui pour faire des jeux de mots. En contact avec le contact, c'est ça. C'est ça, mais c'est le contact qui peut établir c'est lui qui établit à la base le contact avec nous, là, quand il entame un processus d'harmonisation psychique à notre conscience pour qu'il y ait une unification en notre âme puis lui. Mais tu sais, il peut nous parler, tu sais, ça peut me dire à un moment donné intérieurement, on va faire un enregistrement sur tel sujet, puis après ça, je commence à parler, puis là, ça arrête pas, puis ça fait un enregistrement qui dure 45 minutes, là. Quand même, alors le contact, il aime ça parler. Si on le laisse parler, il aime ça parler. Ben, en tout cas, en ce qui me concerne, de mon expérience, oui. Mais il y a certains moments plutôt que d'autres. Tu sais, il y a un timing aussi qui est propre à lui. Puis des fois aussi, il faut que je mette de l'ordre parce que c'est sûr que si à 2 heures du matin, il me vient une idée pour faire une conférence, oui, un enregistrement sur un sujet, là, je vais dire, hey, je dors, là. C'est parce qu'à un moment donné, ça peut devenir envahissant. Ça, c'est un aspect que je voulais parler aux gens. C'est-à-dire que le fait d'être en contact, en relation psychique avec l'esprit, surtout au début, ça peut créer de la fascination. Puis moi, à un moment donné, je faisais de l'insomnie, là, une période de temps où à 2 heures, j'étais réveillé, 4 heures, il y a telle idée, telle affaire. Puis là, j'arrêtais pas de prendre des notes ou de faire des enregistrements. Fait qu'il faut faire attention pour équilibrer comme il faut sa vie matérielle pour pas que le contact soit trop envahissant, là. Oui, parce qu'il n'y a pas de temps. Au niveau où le contact se situe, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Donc, ça marche. On dirait que ça attend juste pour rentrer dans la radio que nous sommes. Ça attend juste pour rentrer. Si tu laisses la porte ouverte continuellement, tu peux tomber malade. Oui, exactement, parce que ça peut être très envahissant. Donc, c'est sûr qu'en effet, l'esprit, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de dormir comme nous, puis de gagner de l'argent. Fait qu'il n'est pas soumis aux contingences matérielles comme nous. Ce qui fait en sorte que lui, il peut nous garrocher, nous acheminer beaucoup d'informations. Oui. Et, oui. Acheminer, c'est mieux dit que garrocher, dans le sens que c'est plus noble pour le contact. Oui, mais vas-y, d'accord. Mais encore faut-il que l'ego anoblisse le contact, c'est-à-dire qu'il l'ajuste, puis qu'il y ait une horizontalisation de la relation, pour pas que la personne vive un trouble de l'envahissement de la conscience supramentale dans sa vie. OK, quelle différence qu'il y a entre avoir un contact et être possédé? Ben, c'est qu'au début du processus, la personne peut vivre un état de possession de son propre esprit, au même titre que la personne peut être possédée par des entités astrales, sauf que la subtilité de la distinction entre les deux vient du fait que l'esprit va acheminer dans la psyché de l'individu des idées créatives, ça va être plus dynamique, tandis que l'astral, ben, c'est du mémorial, c'est du remâché, donc il n'y a rien de nouveau, ça participe pas à la vitalité de l'individu. Il peut y avoir des entités qui ne prendront pas possession totale, mais qui créent une emprise, mais qui sont de très haut niveau dans les mondes spirituels. Comment on fait pour distinguer entre une entité de haut niveau qui peut se situer plus à notre droite ou à notre gauche? T'es en train de répondre à la question. Non, c'est toi qu'il faut qu'il réponde. Alors, non, mais en parlant, tu vois ce qui se passe quand les réponses arrivent. Oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir des entités tellement subtiles que ça peut vraiment nous... j'ai cherché un mot qui ne voulait pas dire fourrer, mais nous confondre. Est-ce ça peut exister? Puis comment on ferait pour distinguer? Oui, c'est une très bonne question. En fait, premièrement, c'est intéressant de regarder que pendant que tu es en train de poser la question, en même temps, la réponse émergeait chez toi. C'est la pensée continue qui appelle. C'est ça. Puis ça, c'est un phénomène psychique intéressant parce que ça nous amène à réaliser qu'à la fois la question vient d'ailleurs et aussi la réponse. Voilà, donc, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, puis on est en interface, puis on regarde les phénomènes psychiques qui sont présents, c'est qu'à quelque part, la question et la réponse, c'est un petit peu un jeu parce que l'information est déjà sur le plan éthérique, puis on vit chacune une polarité. Comme là, on inverse les rôles. Toi, tu me poses des questions, mais je pourrais te poser des questions. Mais on serait capable tous les deux d'aller chercher
l'information nécessaire. C'est comme une pièce de théâtre qui est mise en scène par disons, les deux doubles ou les ajusteurs. Oui, exactement. Mais comme j'ai de la suite dans tes idées, pour répondre à ta question... J'avais pas lâché le morceau. Non. moi j'aurais pas le lâché quand même, là. Ouais. en fait, ce qui arrive, c'est une question de sensibilité. C'est-à-dire que plus que la personne est sensible pour capter la vibration, puis plus qu'elle peut percevoir le différentiel énergétique qui va exister entre deux entités. Mais c'est sûr qu'au début, puis moi-même, j'avais tendance à confondre mon esprit avec des entités de haute spiritualité. Puis au fil du temps, c'est en train de se préciser. J'ai encore une dépollution à faire de mon ego, une désastralisation. Mais à mesure que ça se fait, puis à mesure que ça devient de plus en plus clair, rapide et instantané, lorsqu'on peut voir que derrière une pensée, c'est soit la vibration astrale ou mentale, mais pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que c'est une clarification qui devient de plus en plus grande au fil des années. C'est un peu, sans réduire ce que tu dis, c'est un petit peu un jeu d'essai-erreur. Si on voulait sauver du temps, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait un shortcut, un raccourci, par exemple, est-ce qu'il y aurait une question à poser à je sais pas quoi, là je sais pas qui répondrait pour différencier immédiatement si tu as affaire à appelons-le ton double ajusteur, ou à une affaire étrangère? Ben, en fait, parce qu'on pourrait poser la question, c'est qui parle? Puis, ça pourrait nous répondre, ben, c'est ton esprit, ou c'est Bouddha, ou c'est Jésus, ou peu importe. Mais le point, moi, la façon que je vibre ça avec le temps, on peut se faire désinformer au niveau de la forme. En fait, peu importe la question utilisée, c'est tout le temps de regarder la vibration derrière, ça nous vitalise ou non, tu sais. Parce que c'est au niveau de la vitalité, de la vitalisation, de la dynamique, c'est ça. De la vitalité qui provient de l'interlocuteur qui donne la réponse, dans le sens que si on pose la question qui parle, puis ça nous répond que c'est ton esprit, puis on sent une lourdeur énergétique, là, il y a quelque chose qui marche pas. Par contre, on peut poser la même question, puis c'est mon esprit qui me répond, c'est moi. Ben là, c'est correct, parce que si je sens que la vibration est ajustée. Donc, c'est toujours la réponse de l'esprit, on va dire, la réponse de l'esprit. L'énergie derrière la réponse. Excuse-moi. Excuse-moi de t'interrompre. C'est l'énergie qui est derrière la réponse qui permet d'avoir une mesure de la qualité Cette énergie-là, c'est toujours une énergie créative. C'est toujours une énergie qui a pour but de créer un mouvement. Oui, c'est ça, exactement, qui favorise la vitalité, qui va donner un sentiment aussi de plénitude. Parce que dans le fond, la vibration astrale a tendance à dévitaliser. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que quand tu as la réponse de l'esprit, tu es sûr en l'ayant? Est-ce qu'il y a une question de certitude? Est-ce qu'on peut y aller par la certitude au sens que « Ah oui, c'est la bonne réponse ». Oui, parce qu'on sent que c'est à côté, c'est supporté vibratoirement. Dans ce sens-là, ça donne un sentiment de certitude. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, que quelque chose qui est réel à un moment donné dans sa vie ne l'est pas nécessairement dans 2 jours, dans le sens que ça peut me dire à un moment donné, va faire un voyage à Québec, mais après ça, c'est pas nécessairement pertinent. Fait qu'il faut pas en faire des vérités puis des formes rigides aussi dans le temps. Oui, parce qu'on peut être testé aussi. C'est la réponse est dynamique, mais pas nécessairement au sens de l'ego. Elle peut être dynamique soit pour un mouvement futur dans le temps, ou pour tester si on est assez intelligent pour faire peut-être de l'opposition à l'esprit. Oui, exactement. Puis c'est sûr que ça, c'est un point intéressant, c'est-à-dire la capacité de contester l'esprit puis monter en vibration. Donc, plus qu'on est capable d'avoir un esprit critique oui. Par rapport au lieu d'être dans un état critique suite à des mauvais conseils. Voilà. C'est ça exactement. Donc, plus qu'on est capable de monter en puissance vibratoire pour contester l'interlocuteur qui nous donne la réponse, plus qu'on peut être en mesure d'avoir une justesse dans la réponse, parce que à ce moment-là, on manifeste une autorité vibratoire qui favorise un dévoilement du réel de par l'interlocuteur psychique. D'accord. Jusqu'où on peut aller dans la contestation ou enfin l'opposition à faire à l'esprit? Par exemple, est-ce que on peut jusqu'où je laisse ma question comme ça, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser? Non, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à dire non, parce que après tout, notre être
en devenir en tant qu'âme qui évolue vers la fusion avec l'esprit est appelé à être limité à l'image de l'esprit. Donc, à quelque part, l'esprit est au-delà de la forme, puis il faut être capable d'aller au-delà de toutes les formes, tu sais, de pas être soumis à des croyances religieuses, des croyances politiques, etc., qui vont nous bloquer, nous limiter dans notre capacité de contestation. Il faut que la contestation de l'être humain nouveau soit intégrale, pour qu'il y ait une conscience intégrale à la mesure de cette dernière, ce qui fait qu'à quelque part, ça prend une contestation absolue de tout ce qui se rapporte à l'évolution ou qu'est-ce qui nous est voilé. Parce que si on n'est pas capable de contester, de remettre en question, ben on reste limité. Ouais. Oui, OK, c'est bien. Je te vois travailler, c'est très intéressant. Au niveau des yeux et tout ça. Je veux parler de la femme un peu. La femme, ben oui. En parlant de la contestation ou de l'opposition, souvent la femme a peur de faire cette contestation-là, de rentrer dans son autorité, parce qu'elle craint de manquer aux lois de l'amour. La femme étant davantage imprégnée de cette énergie-là, craint de manquer aux lois de l'amour en contestant ou en s'opposant à l'esprit. Ouais. Comment sortir de la glu du faux amour? Exactement. En fait, ce qui me vient en tête, c'est quand que la femme a saturé de souffrir de la croyance qu'il faut pas qu'elle déplaise, faut pas qu'elle parle trop fort, faut pas ci, faut pas ça. Quand elle a saturé de tout ça, puis elle monte en intensité, elle va dépasser les limites du conditionnement socio-culturel qui a été historiquement associé à la femme. C'est plate à dire. Ouais. Est-ce qu'il y a du danger quand même, cosmiquement parlant, que la femme, en devenant trop volontaire ou trop opposante ou trop puissante, est-ce qu'il y a danger que la femme altère son énergie même sur le plan cosmique en tant que femme? Ben, c'est parce que si la femme deviendrait trop oppositionnelle, ben, si c'est au niveau, c'est parce que là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais si c'est au niveau de l'esprit, ça créera jamais de désordre au niveau de cosmique parce que ça va être une opposition qui est en relation avec l'intégration de la conscience du réel qu'elle porte en elle. Par contre, si c'est une opposition qui est plus au niveau de l'ego puis sous influence astrale, là, ça peut créer du désordre. Même chose par rapport à l'homme. Tu sais, les principes qu'on parle peuvent être généralisés à l'individu masculin. Mais le point que je voulais en venir par rapport à l'évolution de la femme, c'est que la femme, entre autres, est appelée à prendre de plus en plus sa place en société. On le voit en Occident, que ce soit au Québec, en France, le droit de vote, ensuite la possibilité pour les femmes d'être sur le marché du travail, puis là, il y a des revendications pour l'égalité salariale, puis c'est parfait. Il va falloir que la femme horizontalise son rapport à l'individu masculin au même titre que l'individu masculin et féminin doivent horizontaliser leur rapport par rapport à l'esprit puis toutes les êtres qui sont dans l'invisible et le cosmos. D'accord. Ça me parle, ça. Et si on regarde au niveau de la puissance, là, on développe le fait que la femme doit développer davantage sa puissance sans crainte de perdre le trésor de l'amour, même si c'est les prémices à l'amour cosmique. La femme est déjà mieux programmée, si on veut, pour aller plus rapidement vers l'amour cosmique. Bon, je vais regarder au niveau de l'homme. Oui. Et si on parle de l'homme qui veut augmenter sa puissance, qu'est-ce qui le guette? Parce que l'homme a moins peur de perdre l'amour, de perdre la capacité d'amour. Qu'est-ce qui peut le guetter ou peut-être pas lui faire peur parce qu'il n'en est pas toujours conscient? Qu'est-ce qui peut guetter l'homme qui rentre dans sa puissance? Comme danger, je parle. Oui, ben c'est sûr que c'est l'orgueil. Ben oui, je le disais quasiment dans ma question. Non, mais c'est correct. Je vais te laisser répondre parce que ça vient en même temps. Oui, ben c'est ça. Ce que les gens qui nous écoutent, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est que on pourrait, c'est comme un jeu, hein, poser les questions puis les réponses, puis en même temps que tu poses la question, tu as une réponse qui émerge, puis moi je pourrais t'interviewer puis vivre le même phénomène par rapport à toi. Donc c'est intéressant dans la dynamique de la canalisation, mais c'est ça, c'est que l'orgueil masculin, donc quelqu'un qui commence à avoir un contact avec l'esprit, puis là il peut dire, ah ben moi ça me parle pas de toi, moi je suis plus important que toi.
Puis la Oui, personne, dans le fond, se donne un sentiment de supériorité par rapport aux autres qui est issu de la réflexion de son ego. Ben là, à ce moment-là, petit à petit, elle est en train de se couper de sa source parce que elle va astraliser son contact avec la source en le réfléchissant. La personne, c'est parce qu'on parle toujours de l'homme, Oui. c'est ça? Oui, l'individu masculin. Mais en réalité, Oui. ce piège-là peut guetter aussi les individus féminins. Oui. Donc, en fait, peu importe le sexe, l'orgueil, c'est un élément qui peut limiter la personne dans sa capacité de dépolluer son ego pour favoriser une transparence favorable à l'intégration et la pénétration psychique de l'esprit en son sein. D'accord. C'est... Bon, je reviens encore sur la femme. La femme se surveille toujours pour ne pas... D'une part, pour ne pas perdre supposément sa capacité d'amour en augmentant de puissance, mais pour ne pas aussi tomber dans l'orgueil. La femme est peut-être en général plus consciente du piège que l'homme. À quel moment la femme peut savoir si elle est dans l'orgueil, ou de quelle façon la femme peut savoir si elle est dans l'orgueil ou si elle est ajustée dans une puissance qui est réelle? Ben, c'est très simple. C'est que si la femme ou l'individu masculin, en fait, c'est ça, sont dans l'orgueil, c'est que à quelque part, il va y avoir de la souffrance qui est vécue, un état de dévitalisation, un état de réflexion aussi. En relation aussi avec l'orgueil, il y a une opacité qui est là. Donc, il y a aussi la confusion parce que la personne n'est pas en contact avec le réel qui porte en elle ou en est détachée, puis plus qu'elle en est détachée, puis plus que, dans le fond, les informations, les pensées peuvent devenir dans certains cas chaotiques. Chaotique ou rigidifié, toujours, ça se transforme en personnalité dominatrice. C'est ça, il y a un enlisement dans des formes psychologiques, puis la personne peut se rigidifier là-dedans, puis développer à ce moment-là une forme de carapace caractérielle. C'est bien. C'est bien, pas d'avoir la carapace caractérielle, mais de pouvoir la décrire comme ça. Je pense que on pourrait... Est-ce qu'il y a quelque chose de précis dont tu voudrais parler avant la fin de la capsule? Oui, mais bien sûr. C'est sûr que, dans le fond, Jean-Luc, ce que je voudrais dire, c'est que j'apprécie beaucoup la qualité de ton travail, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu écris sur ton blog des articles donc qui véhicule de l'information par rapport à l'intégration de la conscience au quotidien. C'est un beau travail que tu fais parce que ça permet de faire la liaison entre des principes de l'instruction supramentale et les applications concrètes. Donc, je voulais quand même prendre un moment dans le cadre de l'entretien pour souligner la qualité de ton travail. Tu me fais une surprise. Merci de ton témoignage. Je vais te devoir combien pour ça? Inquiète-toi pas. Je vais t'envoyer un chèque. J'ai pas d'attente. Bon, alors, non, c'est parce qu'on a beaucoup badiné ensemble. Oui, on aime ça jouer. Ben oui. Donc, on peut mettre fin à ça pour aujourd'hui. On verra s'il y aura des prochaines fois aussi. Alors, on y va un peu à la vibration. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation de t'interviewer. Oui, ça a été un plaisir. Puis, moi, j'ai trouvé ça stimulant parce que là, tu m'as amené des questions, fait que ça m'a dynamisé. Ben oui, mais c'est le principe de l'interface, hein? C'est-à-dire, chacun fait monter la vibration de l'autre. Si on veut faire une comparaison triviale, on va dire que c'est comme dans la relation sexuelle, sauf que nous, c'était pas ça qu'on faisait, mais énergétiquement, c'est le même principe. Jusqu'à temps que la vibration des deux côtés monte assez haut, les questions sont de plus en plus pertinentes, les réponses aussi. Exactement, pour nous amener dans un état d'orgasme psychique. Oui, que j'ai pas connu encore, l'orgasme supramental, mais on ne sait jamais. C'est peut-être ça qui est la fusion. Oui, ben au même titre que l'orgasme physique, où la personne, lorsqu'elle l'expérimente et est totalement présente, ça l'amène à sortir de la réflexion. Voilà. Alors, on va terminer là-dessus, sur cette parole très énergétique. Et merci encore. Oui, je te remercie également. À bientôt. À bientôt. Bye.